Et on poursuit avec l'analyse de notre partenaire du jour, Régis Le Sommier. Bonjour Régis, merci d'être avec nous. Bonjour Lieselotte. Alors, vous allez nous parler de ces va-t-en-guerre. Oui, alors qu'on entend beaucoup en ce moment, vous savez, ils sont très vocaux et je vais essayer d'expliquer pourquoi et de montrer comment ça se passe souvent par vagues. Vous vous souvenez évidemment de l'épisode des drones au-dessus du Danemark, du pétrolier rouillé, comment GPS de l'avion d'Ursula von der Leyen qui avait été brouillé, soi-disant par des Russes. Aussi ces drones russes qui avaient pénétré en Pologne. Bon, c'est aperçu depuis. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'à chaque fois, il y a une sorte de salve comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il s'est produit la semaine dernière quelque chose qu'on pourrait décrire comme une opération de communication. Alors, l'objet, évidemment, la guerre en Ukraine. Objectif, persuader les Français que cette guerre est la leur et qu'on va devoir se préparer à affronter la Russie. Ces textos dits par un certain nombre de nos officiers supérieurs. Alors la première salve est venue du nouveau chef d'état-major des armées, le général d'armée Fabien Mandon, lors de son audition devant l'Assemblée nationale sur le projet de loi de finances 2026. L'armée française, a-t-il déclaré, doit être prêt à un choc dans 3 ou 4 ans face à la Russie qui peut être tentée de poursuivre la guerre sur notre continent. Donc voilà, il nous annonce la couleur. Tout le monde l'aura compris, il faut donc se réarmer. Ça, c'est pas ce qui est plus critiquable, parce que le dessous de l'affaire, c'est quand même que ces officiers supérieurs qui ont fait toute leur carrière sous des autorités qui n'ont cessé de rogner les budgets de la défense, viennent aujourd'hui de nous dire qu'il faut se réarmer. Si vous voulez, on a vécu 40 ans de livre blanc de la défense, de lois de programmation qui n'ont fait que amoindrir ce même budget de la défense. Et là, maintenant, brusquement, on se rend compte que la menace est là et qu'il faut se réarmer. Donc, alors Fabien Mandon, c'est à noter, c'est un général d'aviation qui fut, juste avant son poste actuel, chef de l'état-major particulier du président de la République, soit directement la voix de son maître. Que la grande muette soit habituée à la fermer, ça va de soi, surtout chez ses officiers supérieurs. Mais là, c'est plus que ça. Avec Emmanuel Macron, il s'agit d'une transmission de pensée instantanée. Alors, très vite, on a vu aussi accourir en renfort le chef d'état-major de l'armée de terre, cette fois, le général Pierre Schill, qui a pris le relais. Alors, c'était sur RTL. Alors, il avait mis sa tenue de combat. On peut décemment se poser la question du bien fondé de porter une tenue camouflée pour passer à la radio, même si les radios sont filmées, comme nous en ce moment. Son propos n'avait rien à envier à celui de son chef, avec une mention particulière tout de même dans l'effet de terreur voulu. Il a prononcé cette phrase: « Dès ce matin, tout peut basculer ». Alors, on peut se demander d'ailleurs, s'il nous dit tout peut basculer ce matin, c'est quand même catastrophique pour notre armée, puisque d'après son chef, il faut se préparer à un choc dans 3 ou 4 ans. Alors, est-on prêt maintenant ? C'est ça la vraie question. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'après donc ces deux officiers supérieurs, le chef d'état-major des armées, le chef d'état-major de l'armée de terre, immédiatement, ça a ouvert les vannes à des habituels, on va dire, relais médiatiques de cette pensée, de cette terreur voulue, ou en tout cas de cette obsession de la course à la guerre. Alors un autre ex-général, celui-là, Vincent Desportes, a dit: la France doit se réveiller, elle est en danger. Et comme si ça ne suffisait pas, l'épisode a bien sûr été suivi par une série d'émissions où des parlementaires ont été invités, souvent de tendance politique différente d'ailleurs, et qui expliquent en redoublant d'arguments que la Russie est l'ennemi, qu'elle nous menace, pire qu'elle nous infiltre pour nous nuire évidemment. Sans parler de certains journalistes comme la reporter du Figaro, Laure Mandeville, qui se fendit d'un tweet relayant les propos du SEMA, commenté par important venant du chef d'état-major des armées. Ou comme le grand stratège, alors ça c'est le sommet, le grand stratège Renaud Pilat, je sais que certains d'entre vous le suivent sur LCI, qui a regardé sa carte en direct à l'antenne sur son portable et nous a expliqué que si les Russes attaquent, ils passeront par la Moldavie, après la Hongrie, l'Autriche, la Suisse, et ensuite ils arriveront chez nous. Alors, Moscou a jugé bon de répliquer à ce concert de peur rouge par la voie diplomatique. Voici le communiqué. L'ambassade juge nécessaire de rassurer les citoyens français. La Russie n'a jamais eu et n'a toujours pas l'intention d'attaquer la France ou quelque autre pays de l'Union européenne, ni aujourd'hui, ni dans 3 ou 4 ans, ni à l'avenir.
Alors, je me suis fait cette réflexion pendant le week-end. Il y a quelques années, je me retrouvais dans un petit village breton qui s'appelle Saint-Michel-en-Gomel. En passant dans ce village, mon œil a été attiré par le monument aux morts. Vous savez, il y en a beaucoup dans les villages bretons. Alors d'aspect classique, qui représentait une colonne avec une croix au-dessus. Il y avait un dessin de poilu avec son casque et sa vareuse. Mais c'est pas ça qui m'a attiré. Ce sont j'ai compté 35 noms uniquement pour la guerre 14-18 qui figuraient sur ce monument. Parfois, il y avait plusieurs fois le même nom de famille. Des frères, des cousins, des pères. Or, ce village, quand je l'ai regardé autour de moi, il était composé d'un petit bourg, d'une église, d'une dizaine de fermes, pas plus. 35 morts, rien que là-bas, pour la Première Guerre mondiale. Alors, que la France se réarme, je n'y trouve rien à redire. Je constate au passage, comme je l'ai déjà dit, que ce sont ceux qui aujourd'hui veulent la réarmer, qui hier la désarmée par 40 ans de baisse constante des budgets militaires, droite ou gauche, pas un pour rattraper l'autre. Mais quand il s'agit d'agiter les peurs, de parler de guerre avec la Russie, je souhaiterais aujourd'hui, sincèrement, que sur les plateaux de télé, dans les ministères, à l'état-major, on se souvienne de ce que fut cette saignée de 14, celle de 45 aussi, de la guerre d'Algérie, avant de trépigner à l'idée d'aller attaquer les Russes. Pour certains, j'en ai vu avec le sourire aux lèvres. J'ai passé, moi, une partie de ma vie à couvrir les guerres. Je ne les souhaite à personne. Le premier souci de nos dirigeants devrait être de garantir notre sécurité, mais surtout de tout faire pour préserver la paix. J'en terminerai par des mots qui ne sont pas de moi, mais du poète Louis Aragon, tiré d'un poème sur 14-18 appelé « Tu n'en reviendras pas ». Il parle magnifiquement des paysans, des soldats partis sur le front et hélas de la suite et de la fin des monuments aux morts. En voici quelques vers. Comment vous regardez sans voir vos destinées, fiancés de la terre et promis des douleurs, la veilleuse vous fait de la couleur des pleurs, vous bougez vaguement vos jambes condamnées. Déjà la pierre pense où votre nom s'inscrit, déjà vous n'êtes plus qu'un mot d'or sur nos places, déjà le souvenir de vos amours s'efface, déjà vous n'êtes plus que pour avoir péri. Merci Régis Le Sommier pour cette chronique et pour ces quelques vers. Et effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui s'inquiètent aujourd'hui de voir cette espèce de frénésie, d'excitation à la guerre en France. Est-ce que vous pensez que la Russie pourrait prendre au sérieux justement cette excitation et que ça pourrait pousser les Russes justement à peut-être déclencher quelque chose qui initialement n'était pas prévu? Alors, je n'en sais, j'ai pas la réponse formelle à cette question. Ce qu'on peut constater quand même pendant le week-end, et c'est pour ça que je dis se réarmer, je n'ai rien contre, mais Poutine nous a fait une démonstration, on va dire, à travers une conférence de presse où il est apparu lui aussi en uniforme, mais pas pour parler à la radio, nous expliquant qu'il venait de tester et qu'il allait mettre dans les armes opérationnelles en Russie un missile à propulsion nucléaire qui a accompli un trajet de 14 000 km et qui peut évidemment embarquer aussi lui-même une tête nucléaire. Donc ce nouveau, je crois que ça s'appelle le oiseau de la tempête en russe, j'ai pas le nom exact en tête, mais les Russes nous montrent qu'ils travaillent sur un certain nombre de missiles et ce missile-là en particulier, il n'y a pas d'équivalent dans les armées de l'OTAN, aux États-Unis, pour reprendre, puisqu'on a parlé beaucoup de Tomahawk ces temps derniers, le Tomahawk c'est 2000-2500 km, il peut aussi atteindre, donc missile américain, il peut aussi atteindre, emporter une tête nucléaire et plusieurs milliers de kilos d'explosifs, ce qui fait que oui, il y a, voilà, on a l'impression qu'on compare, que les belligérants comparent leurs armes, font des annonces de communication. Les Français ont expliqué qu'il y allait aussi avoir une nouvelle version du M51. Vous savez, le M51, c'est le missile qu'emportent nos sous-marins nucléaires lanceurs d'engins et qui peut atteindre plusieurs milliers de kilomètres aussi. C'est un des missiles les plus performants en France, donc il va se produire une nouvelle version. On sent évidemment que tout ça a but à montrer que on a ce qu'il faut, on est capable de se défendre. Maintenant, si on doit rentrer dans une confrontation armée véritable avec la Russie, il faut quand même se poser des questions sur le fait que la Russie vient de vivre 3 ans et demi, presque 4 ans d'une guerre avec l'Ukraine qui a changé la guerre.
cette guerre a changé la guerre, c'est-à-dire que on est dans les fondamentaux, la place de l'arme blindée, les assauts d'infanterie, tout ça est changé par un élément qui s'appelle le drone, dont on a beaucoup parlé déjà ici, et qui aujourd'hui fait, on va dire, la pluie et le beau temps sur le champ de bataille. En tout cas, c'est grâce aux drones qu'en ce moment les Russes, et particulièrement un type de drone qui s'appelle les drones filaires à fibre optique, qui permettent justement d'éviter le brouillage dont étaient victimes les drones précédents, c'est-à-dire les FPV et les DJI, c'est-à-dire des drones classiques plus faciles à brouiller. Pour vous donner un chiffre intéressant sur l'évolution de cette guerre, cité par le Washington Post, en juin dernier, la Chine, qui continue à fournir des pièces pour les drones russes, même si elle ne fournit pas directement des drones aux Russes, ni directement de l'armement, a fourni à la Russie en juin dernier 200 000 kilomètres de fibre optique pour ces drones. Voilà. Et force est de constater qu'aujourd'hui, dans toutes les avancées qui ont eu lieu sur les 5 villes ukrainiennes menacées dans le Donbass, il y en a 2 d'ailleurs, Pokrovsk et Kupiansk, qui sont quasiment conquises par les Russes. Les Russes sont en face, on va dire, d'assiéger ou de conquérir 5 villes principales dans le Donbass. Et c'est essentiellement ces drones optiques qui ont donné aux Russes à nouveau un avantage dans ce domaine, alors que les Ukrainiens étaient très très forts avant en drone, en position défensive. Vous voyez, on est en train de parler de choses qui ne correspondent pas à la guerre classique. Et par rapport à nos, on va dire à ceux qui souhaitent, ou en tout cas nous disent il faut affronter la Russie, il faut bien avoir à l'esprit que cette guerre-là, on n'en a ni l'expérience pour le moment, on n'a pas, on essaye d'intégrer rapidement cette nouvelle donne qui change beaucoup de choses sur le champ de bataille de façon à pouvoir affronter les guerres du futur, mais on a pris beaucoup de retard dans ces domaines et aujourd'hui la guerre est complètement changée. Donc il y a cette donne à prendre en compte. Donc, se réarmer, oui, mais faire de la provocation et continuer on va dire, à s'enflammer sur les plateaux en expliquant qu'on va aller se battre contre les Russes, il faut quand même un peu y regarder à 2 fois. Et justement, Emmanuel Macron, d'un autre côté, depuis le début de ce conflit, prend des positions bellicistes. Et est-ce que là, il y a vraiment, vous diriez, une dynamique différente, ou est-ce que ça reste de toute façon dans les positions de la Macronie qui, depuis le début, s'excite sur ces sujets? Je pense qu'il y a clairement de la part d'Emmanuel Macron une manière de masquer des échecs à domicile en essayant de remporter une victoire à l'extérieur. Seulement, il y a dans cette victoire-là, dans ce combat-là, il n'y a pas vraiment de vainqueur. Et surtout, on va dire, le camp occidental a plusieurs manières de réagir par rapport à l'Ukraine. Je pense que clairement, Donald Trump, lui, a compris que la guerre était perdue. Il essaye au maximum de s'en débarrasser, ou en tout cas de faire porter le poids de la guerre aux Européens ou à l'administration précédente. Regardez avec quel acharnement il a expliqué que c'est Joe Biden qui a déclenché cette guerre et que si il avait été au pouvoir, elle n'aurait jamais eu lieu. Il le répète en permanence, il ne veut pas de cet héritage, il ne veut pas de cette patate chaude. Or, chez nous, par contre, il faut qu'on montre qu'on est capable de supplanter les États-Unis ou de prendre leur place. D'où ces discours, ces séries de discours pour montrer qu'on est là, qu'on en a, que les Russes ont qu'à bien se tenir et qu'on ne va pas abandonner l'Ukraine. C'est ça à mon avis, ce qui motive aussi Emmanuel Macron et certains autres leaders européens à essayer de pousser justement à cette confrontation. Sauf que vous l'avez dit, il y a un décalage énorme entre les capacités militaires de la France et même de l'Union européenne et justement ces positions. Si demain on devait être amené à les assumer, on serait bien en peine. Et je pense que d'abord les stocks de munitions sont assez toujours palichons, même si on a commencé à
on va dire, augmenter les cadences de production d'armement, on est loin de pouvoir actuellement rivaliser avec la Russie et même avec l'Ukraine sur le nombre d'obus d'artillerie, par exemple, utilisés sur le front. En termes du nombre d'hommes également, on a 7 brigades en France qui seraient déployables en Ukraine s'il devait y avoir intervention. Ça veut dire entre 20 30 000 hommes, en sachant il en faut aussi 30 000 en position logistique derrière. Ça veut dire que on n'a certainement pas, ça serait une goutte d'eau, même si elle ne serait pas complètement insignifiante, mais ça serait une goutte d'eau par rapport aux effectifs engagés en Ukraine, et surtout pour quel but, puisque pour quel but engagerait-on des soldats français en Ukraine? Je vous dis, l'expérience qu'ont les Russes et les Ukrainiens est considérable au niveau de l'usage des drones maintenant. C'est les deux armées pilotes dans le monde, même les Américains n'ont pas toute cette expérience, même s'ils suivent à la lettre ce que font les Ukrainiens, et ils essaient de les épauler toujours au mieux. En tout cas, on a laissé échapper un monstre quelque part avec ce conflit, et en fait on ne sait pas très bien comment le gérer, on ne sait pas très bien comment on réagirait si conflit généralisé il devait avoir lieu. Voilà, pardon. Et donc, Régis Le Sommier, je reprends un petit peu la main sur cet entretien. Bonjour, chers auditeurs. La question qui peut se poser aussi dans ce cadre, c'est évidemment, vous dites, vous affirmez très régulièrement, et d'ailleurs c'est ce que font d'autres personnalités, que finalement la Russie n'a pas de désir particulier justement d'engager ce conflit de son côté. À ce moment-là, la question qui se pose, c'est qu'on sait qu'il y a quand même régulièrement des incursions des drones ou alors de l'aviation russe dans le territoire de l'OTAN. On a eu ça par exemple avant-hier, je crois, dans la nuit, où un avion russe a survolé, 2 avions russes ont survolé le sol polonais ou lituanien pendant 18 secondes au niveau de Kaliningrad. Est-ce que l'OTAN doit interpréter ça comme des provocations, comme des erreurs, ou alors comme peut-être une invitation à montrer les muscles? Non, je pense que les Russes sont pas du tout des enfants de cœur. Dans cette histoire, ils ont très bien compris que là, chez nous, il y avait aussi des gens qui poussaient à la guerre, et eux ne sont pas totalement innocents dans cette histoire. Maintenant, faut-il chez nous, est-ce une raison pour mais comment chez les interpréter justement? Tout simplement parce que la Russie teste le dispositif. Elle envoie parfois des sous-marins remonter l'Atlantique Nord, pas très loin des côtes britanniques. C'est arrivé récemment. Mais dans le même temps, et ça vous n'avez pas toutes ces informations, mais les avions radars américains qui survolent la mer Noire et qui de temps en temps se font raccompagner par des MiG, ça existe aussi. Le 17 septembre dernier, en effet, là c'était l'espace aérien lituanien qui a été violé par des Sukhoi pendant quelques secondes. C'est des opérations de touche-touche, un avion arrive, on va le raccompagner. Ça arrive assez fréquemment. C'est pas nouveau, et c'est pas en soi une escalade dans le conflit. Parce que ce qu'on pourrait comprendre, enfin, je n'ai pas votre expertise dans ce domaine-là, bien sûr, mais ce qu'on pourrait comprendre, c'est que si la Russie, comme vous dites, teste le dispositif de sécurité et teste les limites d'une certaine façon de l'OTAN et des pays européens, est-ce que ça veut dire que si en fait il n'y avait aucune réaction, en fait, il se sentirait encore plus libre de survoler totalement ça? Est-ce qu'il faut quand même que l'Europe fasse une démonstration de force sans rentrer dans l'escalade? Est-ce que c'est possible d'arriver à ça? Alexandre, le problème qu'on a là, c'est que, comme j'ai expliqué dans ma chronique, on a des séquences de communication, on va dire, autour de cette menace. Il faut bien la nourrir, cette menace, il faut bien montrer qu'elle est réelle. Donc on est capable, et je pense que l'histoire du pétrolier au large du Danemark a été quand même un truc assez pathétique. On s'est aperçu que c'était un pétrolier chinois, que dessus il n'y avait pas du tout de drone comme on l'avait imaginé. Donc on s'est emballé, et malheureusement ça suffit à faire peur à nos grands-mères dans les campagnes en disant tiens, les Russes, voilà. Et le but recherché, il est là. Il n'est pas que ce soit vérifié, parce
parce que tous ces signaux ont été faux finalement. Donc ils sont interprétés, repris à leur compte par nos hommes politiques pour des raisons précises. Et cette menace, à mon sens, est largement exagérée, même si il ne faut pas non plus la sous-estimer. Mais ne pas la sous-estimer, ça veut dire le calme des vieilles troupes. On est des vieux pays, on a l'habitude, et justement, on sait ce que ça coûte de faire la guerre. On n'est pas dans Faut garder son sang-froid. Mais bien sûr, on n'est pas. On a l'impression que la politique aujourd'hui dans le gouvernement est pilotée par des gens sortis de cabinets de communication. Non, il faut des gens qui connaissent la guerre. Et on aimerait de la part de nos officiers supérieurs aussi une certaine maîtrise, nous expliquant on est là, l'armée française protège les Français. L'armée française n'est pas là pour faire de la provocation et puis pour dire aux Russes attention, hein, on va vous dans 2-3 ans il y aura un choc, voilà. Et en fait tout ça me paraît extrêmement immature, ou en tout cas suivre largement les obsessions d'un président que je ne vais pas nommer, Emmanuel Macron, parce que c'est quand même lui qui pousse à chaque fois, même au regard de ses alliés. Vous savez, cette question de la présence des troupes en Ukraine, quasiment aucun, à part peut-être Keir Starmer, l'anglais, et encore avec des conditions bien précises, aucune des autres nations présentes dans l'Union européenne et même dans l'OTAN n'est, peut-être à l'exception des Baltes, on va dire, et des Polonais, mais aucune des autres principales nations n'est véritablement favorable à voir des troupes de son propre pays aller en Ukraine pour quelque motif que ce soit. C'est valable pour évidemment la Hongrie, la Slovaquie, mais aussi l'Italie, la Croatie aussi, qui a dit qu'elle n'enverrait jamais de troupes en Ukraine, et l'Allemagne qui a toujours ce problème historique pour envoyer des troupes à l'étranger. Donc voilà, quand je remarque qu'il n'y a pas unanimité autour de ça, il n'y a pas une unanimité, et que notre président continue à prendre des positions jusqu'au boutiste en essayant de manier un langage, en maniant un langage justement visant à aller toujours plus loin. Peut-être, Régis Sommier, pouvons-nous aussi parler d'une autre actualité qui est la situation actuelle en Israël, où, vous le savez, il y a eu il y a quelques jours un vote de la Knesset qui était favorable à la poursuite de la colonisation en Cisjordanie, vote qui a été très mal pris par Donald Trump. J.D. Vance lui-même sur le sol américain disait qu'il ressentait ça comme une insulte faite au plan de paix proposé par Donald Trump. Il va y avoir un nouveau vote dans les jours à venir. Selon vous, est-ce que l'Israël est allé tellement loin dans sa politique guerrière qu'aujourd'hui, elle n'arrivera pas à s'en détacher? Est-ce que, selon vous, en fait, ça pourrait faire capoter ce fameux plan de paix? Alors, moi, je ne crois pas. Je pense toujours, je fais partie de ceux qui pensent toujours que c'est les Américains qui auront le dernier mot. C'est eux qui ont les armes. Quand J.D. Vance explique que, justement, tout ça pourrait s'arrêter, et Donald Trump aussi, je pense qu'il faut prendre les choses au sérieux. Si Israël a tenu jusqu'ici, c'est une certaine détermination, un objectif, justement, d'annihiler, ou en tout cas de détruire le potentiel de ses ennemis, ce qu'elle a partiellement réussi, donc se protéger, mais ça s'est fait étape par étape avec l'aide et l'armement américain. Si l'armement américain était venu à manquer, quand je parle de l'armement, j'y étends aussi les capacités de renseignement qui permettent à Israël de mener des opérations à 2000-2500 km de son territoire, en l'occurrence en Iran, pendant 12 jours. Ça, en aucune façon, Israël ne peut mener ce type d'opération s'il n'y a pas l'aide des Américains derrière, et de même quand elle est attaquée, pour déjouer les missiles balistiques iraniens, les Américains sont là, d'autres pays sont là, donc Israël ne peut être seul. Même le matériel est toujours américain. Bien sûr, quasiment exclusivement. Et donc, ou le matériel propre israélien aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on sent qu'il y a toujours, et Netanyahou est toujours prisonnier d'une branche qui lui assure une majorité très faible à la Knesset, et qui est composée de la droite religieuse, donc de son ministre de la Sécurité Itamar Ben-Gvir, et de son ministre des Finances surtout, Bezalel Smotrich, qui est peut-être le
plus extrémiste qui expliquait l'autre jour que le peuple juif échappait au droit international, il était au-dessus. Donc voilà, là on est sur des positions messianiques. Benjamin Netanyahou lui-même n'est pas un religieux, mais il est obligé de composer avec ces gens-là. Donc on sent bien qu'il y a toujours chez eux l'idée que le travail n'a pas été terminé. Chez Netanyahou aussi, hein, nous sommes sur le cessez-le-feu de Gaza. Il a expliqué qu'Israël était souverain. Israël pouvait décider d'elle-même de recommencer la guerre, donc de ne pas tenir compte de l'avis des Américains. Mais je crois que dans les faits, les choses sont bien plus compliquées. Et la visite de J.D. Vance a permis de remettre un certain nombre de pendules à l'heure. Je préciserai aussi que J.D. Vance a préféré aller prier dans l'église de la Nativité plutôt que de s'incliner devant le mur des lamentations, qui est la tradition normalement quand une autorité... C'est effectivement quelque chose, il y avait peut-être une question de timing. J.D. Vance a préféré sa foi catholique, aller aux sources du catholicisme, plutôt que d'aller sur le mur des lamentations, mais il y a aussi une interprétation diplomatique de ça, c'est-à-dire attention, n'allez pas trop loin. Et justement, on a l'impression que ce sera ma dernière question, que en fait, dans cette affaire, ce qui est différent d'habitude, c'est que peut-être que pour la première fois, les Américains et les Américains forcent les Israéliens à traiter les Palestiniens comme des adultes. C'est-à-dire en fait, là, on est en train d'expliquer aux Palestiniens, si jamais vous voulez vivre de manière, sans le Hamas, si jamais vous voulez vivre en fait en paix, c'est vous qui avez les cartes en main. Vous pouvez rejeter le Hamas. Et pour le coup, ça c'est une évolution assez majeure dans ce conflit. Oui, ça met, effectivement, vous avez raison, les diverses factions palestiniennes, ça les met face à leur propre réalité. Alors aujourd'hui, il y a quand même une chose qu'on constate sur le terrain, c'est que l'armée israélienne s'est redéployée, mais elle n'a pas quitté la bande de Gaza, qu'elle contrôle à peu près à 52% aujourd'hui. Donc les zones toujours contrôlées par le Hamas ont été évacuées par Israël. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que se précise un petit peu la manière dont le futur de la bande de Gaza pourrait être géré, avec un accord apparemment accepté par le Hamas de ne pas être le seul protagoniste dans la gestion de cette bande de Gaza. Ça, c'est nouveau. On est très loin du Hamas qui dépose les armes. Hein. Ça, c'est pour le moment la grosse pierre, le gros caillou dans la chaussure, il est là. Ensuite, la gouvernance du futur Gaza et quid des 52% sur lesquels l'armée israélienne se tient actuellement. Ça pourrait être une manière d'appliquer le plan Trump. Vous savez, la fameuse Riviera de Trump, c'est on va reconstruire... Israël pourrait être tenté de reconstruire dans cette partie de façon à finalement attirer et dire aux Palestiniens, regardez, vous vivez dans la misère, nous on est capable de reconstruire. Après, il va falloir que les entreprises de BTP, on imagine que ça va être quand même assez compliqué à gérer. Et bon, pour le moment, ça avance progressivement, mais on sent bien effectivement, vous avez raison de le souligner, que et du côté israélien et du côté palestinien, les Américains n'ont absolument pas envie de relâcher la pression, qu'ils donnent des signes comme quoi le plan a marché dans sa première phase, il faut qu'il aille au bout, ça prendra peut-être du temps, mais Trump est déterminé à ce que cette première victoire sur le front de la paix ne lui soit pas tout à coup subitement enlevée par une décision inconséquente d'un côté comme de l'autre. Merci beaucoup Régis Sommier, on suivra ces dossiers avec passion comme sur toutes les semaines suivantes et puis on vous dit à bientôt et je repasse la main à Liselotte.